Nous accueillons nos trois honorables panélistes issus de la Côte d'Ivoire pour le professeur Adjoa, qui est fondateur et directeur du cabinet Sesman, médiateur, arbitre, négociateur également. Pour le Cameroun, issu du Cameroun, nous avons Monsieur Raphaël Tchomnou, qui est coach certifié des dirigeants. Et encore la Côte d'Ivoire, Madame Doucouré, qui est sophrologue, consultante, formatrice en QVCT à l'Institut luxembourgeois de la qualité de vie au travail. Donc, le thème qui nous réunit pour ce cinquième panel, c'est REX, CHO, médiateur, les nouveaux profils facilitateurs de la qualité des relations. Donc, je précise que REX, c'est responsable expérience collaborateur. CHO, c'est Chief Happiness Officer. Et puis, médiateur, nous saurons tout à l'heure. Je suis Edith Nkenholt, expert marketing. Je suis également directrice générale du cabinet Univers Interne. Et pour ce grand événement virtuel, je suis modératrice pour le panel numéro 5 et numéro 6. Merci à vous, chers publics, dirigeants, managers, collaborateurs. Dites-nous dans le chat de quel pays vous participez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également dans le chat parce que ces questions constitueront la seconde partie de notre panel. Donc, ceci dit, est-ce que les modérateurs, est-ce que les panélistes sont prêts? Bonjour. Oui. Ça va? Ça va bien? Ça va, ravi d'être là. Tranquille. Bonjour. Merci. Bonjour, professeur Adjoa. Ravi de vous Bonjour. revoir. Bonjour, Khadija. Bonjour, Très heureux Pascal. aussi. Bonjour, monsieur Bonjour, Dumont. Raphaël. Bonjour. D'accord, très bien. Alors, je vais planter, vous êtes les experts de la question de la qualité de vie au travail, mais je vais néanmoins planter un peu le décor. C'est la qualité de vie, les conditions de travail. C'est aujourd'hui un sujet fondamental pour la croissance des entreprises. Et on sait très bien que c'est le capital humain qui porte la vision, les stratégies et met en œuvre également. Donc, parfois, il arrive qu'on ait des challenges de communication, de cohésion et qui ont un impact direct sur la productivité, la motivation et même le bien-être de ces personnes-là au travail. Voilà, donc la première question va à tout le monde. J'aimerais avoir un avis sur la QVCT, suivant vos différentes casquettes. Pouvez-vous nous expliquer de manière simple ce concept, ses piliers et son impact sur l'entreprise et son capital humain? Donc, à vous la parole. À qui veut la prendre, professeur? L'honneur aux femmes, peut-être. Très bien, merci, professeur Adjoa. Bonjour à tous les participants. D'accord. Je suis vraiment ravie d'être... Pardon? Honneur aux Oui, femmes. ravi. Oui, honneur aux femmes. Merci, merci beaucoup. Eh bien, pour parler de la qualité de vie et des conditions au travail, je peux dire que c'est une démarche, en fait, d'amélioration continue des conditions de travail au sein des entreprises. La qualité de vie au travail repose sur quatre piliers principaux. Je pourrais dire le mieux travailler, c'est le premier pilier. Le mieux travailler en termes de description claire du contenu du travail, par exemple, l'organisation du travail, les relations du travail. En deuxième position, on a le mieux anticipé, qui est le deuxième pilier de la qualité de vie au travail. Comment on met en place un dispositif efficace pour garantir la santé et la sécurité des personnes au travail. Comment on crée un environnement de travail adapté aux salariés et comment on fluidifie, par exemple, le partage de l'information pour le rendre accessible à tous les salariés. Ensuite, il y a le mieux vivre ensemble, qui est le troisième pilier, et là, ça parle de plan de carrière
au sein des entreprises, ça parle du soutien social, ça parle de l'équité, de l'égalité professionnelle. Et le mieux sera réaliser le quatrième pilier parce qu'à un moment donné, on ne travaille plus uniquement que pour avoir de l'argent. On a besoin de se développer personnellement, de pouvoir concilier la vie privée et la vie professionnelle. Donc tout ça, euh, ce sont des chantiers d'une démarche d'amélioration continue de la qualité de vie et des conditions au travail. Donc, mais pour faire simple, la qualité de vie permet d'identifier des situations de travail qui posent problème pour agir sur celles-ci. Donc, on va toucher vraiment le levier organisationnel de l'entreprise. Donc, nous allons chercher à améliorer l'organisation du travail sur, on va dire, 3 niveaux de prévention. Il y a la prévention primaire où on va aller chercher à identifier la situation ou le risque pour la supprimer à la source. Ça, c'est la prévention primaire. En prévention secondaire, ce qu'on va faire, c'est lorsque on n'a pas pu supprimer la situation de travail, on va chercher à protéger le salarié, à mettre en place des dispositifs de protection des salariés. Et si malheureusement on a des dommages, on va chercher à réparer. Ça, c'est la prévention tertiaire. À Alors, réparer. moi juste, Madame Doucouré, Oui, de vous permettre de revenir sur ces différentes recommandations-là sur une autre question. d'accord, D'accord? ok, Donc, merci. En tout cas, très pour bien. ma part, je retiens le mieux anticiper, le vivre ensemble, parce qu'au Cameroun, c'est un Oui, slogan qu'on connaît très ok. bien. D'accord. Merci. La parole est soit au Merci, professeur, Edith. soit à Monsieur Tchoumnou, Bon, pour ben, savoir. Monsieur Raphaël, bon, allez, j'y vais. Donc, effectivement, bonjour à tout le monde et je suis très heureux de participer à cette rencontre. C'est vrai qu'en tant que, je l'ai dit, gestionnaire des conflits, par le mode alternatif de règlement des conflits, automatiquement, je vais aller sur, tout en prenant en compte ce que a dit Madame Doucouré, sur le relationnel. Parce que tout cela, l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, les sentiments d'implication ou pas, d'égalité ou pas, de droit, d'erreur accordée, de reconnaissance et de valorisation, tous ces éléments-là, c'est la relation. Et quand la relation est perturbée, effectivement, les choses se dégradent. Et c'est une bonne chose aujourd'hui qu'il y ait plusieurs tendances comme cela pour intégrer ces dispositifs de rétablissement de la relation permettant à la machine de fonctionner et de mieux fonctionner pour que tout le reste arrive, hein, que ce soit l'anticipation, le mieux être, le mieux vivre, le mieux se sentir, le mieux se retrouver et permettre à l'entreprise d'avancer. Donc, voilà. Donc, je pense que le règlement des conflits, c'est pas toujours conflit en tant que conflit patent. Il y a aussi, et je rejoins la prévention, de tout ce qui est conflit latent. Ce qui ne se dit pas, ne Mhm, s'est pas dit, ne s'est pas vu, ne s'est pas entendu, ne s'est pas compris, et va entretenir, malheureusement, le drame de cette affaire, la rumeur. Et la rumeur qui oui. va donc tuer le cancer de la dislocation de certain nombre de choses. Excusez-moi d'utiliser beaucoup de termes médicaux, hein. Ouais. D'accord, merci. En tout cas, je comprends que c'est la qualité de vie et les conditions de travail, ça a tout à voir avec les relations entre Mhm. les dirigeants, entre les collaborateurs et même les relations entre dirigeants et leurs collaborateurs. Donc, voilà, Mhm. merci beaucoup. Ah, la parole est à vous, Monsieur Raphaël Chomou. Merci beaucoup, hein. J'ai Est-ce que je très envie de prononce dire, correctement? Est-ce que c'est monsieur Chomnou ou Chomou? c'est Chomnou. Ça a été mal Chomnou. écrit. Voilà, donc c'est Tmnou. Merci beaucoup. D'accord. Merci Edith, Merci à hein. vous. Et vraiment, mes respects, Kadi, et au professeur, parce que vous avez abordé la question effectivement sur tous les angles, hein. C'est-à-dire que ce soit la partie opérationnelle même ou encore la partie, comme le professeur l'a dit, relationnelle, il a dit tout ramène à la relation. En même temps aussi, la qualité de conditions de vie au travail, en plus de tout ce que vous avez dit, j'ai la petite idée qui vient en plus, est celle de
d'accord, il s'agit, non, c'est la partie conceptuelle même, en fait, de cette notion-là au niveau de la stratégie de l'entreprise. Parce que au-delà, parce que ceci ne va être que la conséquence, tout ce que vous avez décrit, hein, que ce soit le mieux vivre, mieux anticiper, mieux organiser, tout ça va être une conséquence. La conséquence de quelle est la perception que j'ai de l'humain en tant que chef d'entreprise. Et donc, du coup, ma perception de l'humain va venir avoir un impact sur la culture de l'organisation et directement sur tous les piliers stratégiques de mon organisation. Et malheureusement, aujourd'hui, le constat est que on est dans un environnement essentiellement compétitif et capitaliste où l'être humain n'a de valeur que économique. Donc, du coup, en considérant donc la personne comme une valeur purement économique, qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre de vue cette dimension, cette autre dimension émotionnelle, cette autre dimension purement sociale, la dimension physique de l'être humain, voire même la dimension spirituelle de l'être humain. Donc, du coup, qui dira donc conditions, qualité de vie au travail, c'est vraiment l'être humain dans toute sa dimension et que tout ce que Kadi a évoqué tout à l'heure, que ce soit le mieux vivre, parce que si on reste dans le mieux vivre, mieux anticiper, mieux organiser tout ça et que ça reste essentiellement euh, euh, voilà, matériel et que ça reste essentiellement économique, en fait, on a perdu quelque chose qui va nous rattraper dans le long terme. Donc, du coup, pour moi, au-delà de résoudre les questions, que ce soit même dans dans le fait de rétablir la relation à la base, si le fait d'y aller devrait prendre en compte la dimension de la durabilité, il va être impératif de considérer l'être humain de manière holistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, ce que je retiens de vos différents propos, c'est premièrement, qualité de vie et conditions de travail, c'est la relation et c'est de prendre en compte l'humain, d'accord, dans son niveau holistique, à tous les niveaux, physique, émotionnel, et pouvoir anticiper donc sur les actions qu'on pourra prendre pour pouvoir qu'il soit bien, c'est-à-dire qu'il soit bien dans son être au travail et dans ses relations avec ses différents collègues. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, la prochaine question va au professeur Adjoa. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ces nouveaux métiers qui sont contenus dans le thème REC, CHO. Vous êtes médiateur, vous êtes arbitre, négociateur. Comment est-ce que cela se traduit au quotidien? Et quel est l'impact sur la vie des employés et surtout sur la croissance de l'entreprise? Parce que le professeur Tchomou a parlé tout à l'heure de la valeur de l'humain qu'on considère uniquement dans sa valeur économique. Mais je pense que si on parle d'entreprise, c'est aussi c'est très important la valeur économique. Et donc, j'aimerais savoir donc qu'est-ce que vous faites au quotidien et puis comment est-ce que ça impacte la vie des employés et l'entreprise sur le plan de la croissance. Oui, alors au départ, les mots d'alternative de règlement des conflits étaient venus donner une alternative à la justice étatique. Au lieu d'aller en justice étatique, où les choses sont très tranchées, très claires, le juge, les avocats, tout est organisé, et des fois, les personnes même mises en cause ou en se défendant n'ont pas vraiment l'opportunité d'exprimer les choses. Et puis, les émotions ne sont pas prises en compte dans ce système. Est arrivé ces modes alternatifs de règlement des conflits pour donner une autre possibilité. Bon, les lois sont venues aussi renforcer la capacité de cela. Donc, c'était dans la vie de chaque jour, c'est-à-dire que dans toutes les activités, que ce soit en entreprise comme en dehors de l'entreprise. Donc, les trois principales, c'est la médiation, d'abord, qui consiste à, bon, bien sûr, structurer, encadrer, consiste à réunir les parties en conflit et à leur permettre de pouvoir, autour d'une table, échanger avec un certain nombre de règles et de principes pour sécuriser le système, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance du médiateur, tout cela dans la confidentialité, avec le respect des uns des autres.
Et la loi a permis que le protocole d'accord que les parties elles-mêmes vont trouver, puisqu'elles vont identifier leurs désaccords, discuter des différents points de désaccord, trouver des accords sur ces différents points, clarifier les situations et leur permettre ainsi de pouvoir, de manière consensuelle, arriver quelque part. Oui, là, on regarde plus les lois, on ne regarde plus les textes, mais on est dans les émotions, on est dans l'expression de ces choses-là, qui permettent aux gens de se comprendre et de pouvoir arriver quelque part où ils sont consensuels et faire un protocole d'accord de médiation qui, lui, va être reconnu, entre guillemets, par la justice, par une homologation de la justice. Donc, le protocole d'accord de médiation est identique à une décision de justice. Vous voyez, c'est vous-même qui dites où vous allez. Ensuite, l'arbitrage, c'est une situation où les parties désignent les arbitres, ou l'arbitre ou les arbitres, présentent leurs argumentations avec les avocats et les témoins, ou même des experts en plus, pour donner à l'arbitre la possibilité de pouvoir décider. C'est une justice privée, c'est l'arbitre ou les arbitres qui vont trancher, mais cette fois-ci, c'est les parties qui les ont choisis. Et la sentence arbitrale, donc, acceptée par les parties. La négociation, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. On négocie, on essaie de manager, voilà. Même au marché, on négocie partout. Par contre, cette négociation dont nous parlons est une négociation qui est de deux types véritablement. Le négociateur, il va, sur un certain nombre de règles aussi, il va permettre, soit il est le négociateur de l'affaire, il a un mandat d'une des parties qui veut et qui dit je veux arriver à obtenir tel élément, et lui, le négociateur, il va donc négocier pour la partie qui lui a fait confiance et qui lui a confié le mandat. Par contre, si le sujet est complexe, par exemple, entre des États, ou complexe parce que les montants sont élevés, eh bien, à ce moment-là, le négociateur va accompagner, coacher la personne, le chef d'entreprise qui est en train donc de négocier et l'aider à donc arriver à ce qu'il souhaite. Donc voilà, alors principalement, il y a ça. Après, il y a d'autres termes, le facilitateur, le conciliateur, etc., qui sont des termes un peu autour de la question. Mais le tout est que, j'allais dire, que le courant reprenne entre les parties et qu'on s'asseye et qu'on puisse revenir d'ailleurs, bon, j'allais dire se pardonner et puis revenir à un état de fonctionnement qui puisse permettre alors à ce moment-là à l'entreprise de pouvoir stabiliser ses fondements et pouvoir s'engager vers des processus stratégiques de développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais merci beaucoup. Alors, d'accord. excusez-moi, juste un petit élément, parti par des règlements de problèmes de justice dans tous les milieux, on arrive à rentrer dans l'entreprise et à associer à d'autres professionnels la qualité de vie, les conditions de travail aussi. On va s'impacter de manière positive. D'accord. Donc, merci beaucoup. Alors, en entreprise, en tout cas, partout où il y a des hommes, il peut y avoir des conflits à cause de la personnalité, des intérêts, etc. Et ceci a un impact forcément sur la fluidité de la communication et donc au final sur l'atteinte des objectifs et la performance voulue de l'entreprise. Donc, OK, c'est bien compris, professeur. Alors, la prochaine question concerne des termes qu'on voit, qu'on entend généralement, burn-out, stress. Mais ce qui est étonnant, c'est que généralement, ces termes-là on les entend pas seulement dans des milieux ou des entreprises qui ne rémunèrent pas très bien, mais aussi dans des entreprises qui rémunèrent très bien. D'accord? Donc, ma question est celle-ci. Euh, Selon votre expérience, qu'est-ce qui peut expliquer cela, Madame Khadija Touré? Oui, alors partout où il y a des hommes, je vais dire, il y a des Nous ne vous exigences, hein. entendons pas? Ah, allô, vous m'entendez? Là, c'est bon? Est-ce qu'on Oui, on m'entend? vous entend.
Oui, Ah, Kadi, ok. on vous attend. J'entends. D'accord, très bien. Alors oui, Edith, les entreprises aujourd'hui, il faut le dire, hein, il faut quand même planter le décor particulier ou le contexte particulier dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui. Ce contexte-là, il est défini par l'acronyme VICA, donc volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, parce que tout va très vite. L'environnement est changeant, donc les entreprises sont obligées de se réinventer perpétuellement. Et donc, pour pouvoir maintenir la tendance de la croissance dans cet environnement fluctuant, la variable la plus flexible pour les entreprises reste le capital humain qui malheureusement va payer un lourd tribut sur ce qu'on lui demande de faire au quotidien. Et ce lourd tribut-là, il s'exprime en termes de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. Et Raphaël le disait si bien tout à l'heure, on va parler ici des trois dimensions de l'homme. Ça se traduit comment? Par de la surcharge mentale, parce qu'il y a Mhm. trop d'informations à gérer dans un laps de temps souvent très court. Et quelquefois, les gens peuvent manquer de repères, les salariés peuvent être même en perte de sens au travail. Il y a la charge émotionnelle ou relationnelle générée parfois par les violences au travail, le harcèlement, la non-reconnaissance du travail, par exemple. Et puis, il y a la surcharge physique, la sédentarité, la fatigue physique, voilà, qui sont des éléments qui peuvent venir perturber les salariés, même étant dans un environnement a priori agréable et bien rémunéré. Donc, vous comprenez que le salaire, aussi correct soit-il dans un environnement comme celui-là, ne peut pas prémunir les collaborateurs contre tous ces risques auxquels ils sont exposés au quotidien. D'accord, très bien. Vous avez terminé? Oui, là, Très, j'ai très parlé bien. peu cette fois-ci. J'ai beaucoup de choses à dire, mais là, je me Ah oui, résume à ça. allez, vous aurez l'opportunité avec les questions du public. C'est ça. Oui. Donc, alors, le salaire ne peut pas suffire à combler. Je pense que vous rejoignez un peu le point de vue de Monsieur Raphaël Tchomnou, qui dit qu'il Oui, faut considérer l'humain dans toute sa dimension. Parce que si on absolument. regarde effectivement des besoins physiologiques de sécurité, de manger, etc., que le salaire peut combler, c'est pas suffisant. À la fin, on Pas se du tout. retrouve quelqu'un qui est fatigué et voilà. Donc, Absolument. j'aimerais donc avoir l'avis de Monsieur Raphaël Tchoumou, parce qu'il est coach des dirigeants. Et donc, en Afrique et comme sur plusieurs autres continents, les PME constituent le tissu économique le plus important. D'accord? Et dans nos réalités d'entrepreneurs, surtout quand on n'a pas encore traversé la phase de lancement, d'accord? Ou alors quand on amorce la phase de croissance, il arrive que les dirigeants de PME se mettent plusieurs casquettes, d'accord? Donc, et puis il faut satisfaire les exigences, les objectifs fixés parfois par les clients, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Excusez-moi. Donc, ce n'est pas qu'en PME, hein, un collaborateur, par exemple, souci de croissance en entreprise, qui souhaite avoir une promotion chez double. Et puis, parfois même, il y a pas que l'un de leurs éléments quitte le projet pour des vacances parce que justement, on a trimé pour avoir un client et le client est là tout de suite, il faut le satisfaire. Donc, j'aimerais savoir comment la qualité de vie et les conditions de travail rencontrent tous ces challenges-là, qui sont des réalités économiques. Écoutez, merci beaucoup, merci une fois de plus, Edith. Je la trouve très Merci. intéressante, cette question, parce qu'en fait, elle vient poser la vraie problématique. Tout à l'heure, vous parliez des entreprises où on paye très bien. Et en même temps, on a d'autre côté, effectivement, vous avez parlé des PME.
qui constituent le tissu économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà les organisations, les entreprises qui emploient le plus de salariés. Euh, et justement, en tant que dirigeant de PME, à un moment donné de la phase de croissance, nous faisons face à un certain nombre de challenges. Naturellement, on a d'une part le client qui devient hyper exigeant par rapport à la valeur que nous lui avons proposée. D'autre part, on a des enjeux de productivité et de production qui sont énormes. Il va falloir satisfaire donc la valeur, non seulement, en même temps également, il va falloir que l'unité de production qui est non l'homme et les systèmes de production derrière, que les systèmes de production, pardon, euh, soient préservés. Ça veut dire qu'en même temps, préserver la santé psychologique du collaborateur, sa santé physique, sa santé mentale, on a parlé de tout ça, Kadi est revenu là-dessus et le professeur également. En même temps, il va falloir survivre. Bon, vous savez que l'être humain, donc justement poussé par l'instinct de survie, va être en mode action et parfois en mode action de survie. Et qui dit mode action de survie, il y en a de trois types, trois ordres certainement. Soit il va se mettre en fuite, soit il va se mettre à se battre en lutte, ou il va se mettre également dans une posture d'inhibition. Et ce qui va donc engendrer immédiatement quoi? Tous ces éléments qui vont constituer aujourd'hui des facteurs de non-qualité de vie, justement, des facteurs de non-qualité de vie et de conditions. Alors, maintenant, nous, quel est l'intérêt pour nous en tant que PME d'y aller? Premièrement, la prévention du burn-out. Une chose est claire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, face à tous ces challenges-là, nous sommes en tant qu'entrepreneurs et PME surtout, on est les plus exposés à la fatigue intellectuelle. Pourquoi? Parce que les longues heures de travail, parfois, vous avez trimé pendant 6 mois pour avoir un appel d'offres. Et quand on vous le donne, on vous soumet à des exigences de délai qui sont parfois surhumaines et vous êtes obligé. Et l'entrepreneur qui a intégré ces questions sur la qualité de vie et les conditions de travail va savoir qu'il faut qu'il anticipe. Il faut que, justement, qu'il puisse non seulement dans sa prévision, il sait qu'en ce moment présent où je vous parle, au niveau du cabinet, j'ai 2, 3 projets que je sais qui sont sur le pipe. En ce moment, j'ai déjà identifié des ressources supplémentaires sur lesquelles je pourrais m'appuyer si ces projets-là voient le jour. Donc, pour moi, ça ne va pas être une triple charge pour mes collaborateurs. Pourquoi? Parce que même si ces challenges arrivent, même si ces appels d'offres sont gagnés aujourd'hui, j'ai de l'autre côté des ressources que j'ai identifiées et des moyens sur lesquels j'ai pu anticiper. Et ça va constituer justement ce que Kadi disait tout à l'heure, mieux anticiper. Donc, c'est fondamental de prévenir la qualité de vie et les conditions de travail. Pour les PME, premièrement, ça va prévoir le burn-out. Le burn-out va être hors de cause. Pourquoi? Justement parce que cela évite des dérapages liés au surménage et à l'épuisement. Deuxième point, c'est par rapport à la mobilisation de l'équipe. Je vais vous dire une chose qui est très vraie. Euh, je, un petit exemple. Un matin, je me lève et je suis complètement psychologiquement atteint par des événements que j'ai vécus la veille et au sein de ma famille. Et j'ai envie de courir. Je cours généralement tous les matins. J'ai 3,5 km à faire. 5 km pour certains jours où je n'ai pas d'animation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois faire 3 km, mais psychologiquement, je suis atteint. Lorsque je me mets à courir, je réalise que ma vitesse est réduite d'au moins 30% et au lieu de courir sur les 18 minutes que je cours d'habitude, je me retrouve en train de faire les 3,5 km en 24 minutes. Alors, il y a quelque chose qui a derrière ça, c'est le fait de comprendre que euh, lorsque j'ai les ressources autour, lorsque je suis dans une posture psychologique qui ne me permet pas de délivrer, ma productivité et ma capacité justement à produire et à délivrer, elle réduit considérablement. Donc, une chose est claire, la mobilisation de l'équipe va être effective quand l'entrepreneur aura mis en place des systèmes, je dis bien des systèmes, parce que ce que nous faisons, c'est que nous faisons des efforts pour gérer les hommes. Ne gérez pas les hommes. Qu'on arrête de gérer les hommes. Vous ne pouvez pas gérer un homme. C'est quoi? Mettre en place des systèmes qui protègent l'homme dans sa globalité, qui protègent sa santé, qui protègent sa psychologie, qui protègent ses émotions. Et je vous assure que vous aurez des personnes topées à fond qui ne vont pas courir 3,5 km, mais qui vont courir 7 km.
Pas parce qu'ils sont en surcharge, mais parce que, effectivement, l'énergie intérieure a été doublée, tout simplement. Donc, vraiment, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est un élément fort sur lequel je m'appuie même avec mes équipes. J'ai des équipes qui délivrent de manière extraordinaire. Je les adore. Mais pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'ils savent qu'ils ont en face quelqu'un qui les protège, qui les respecte, qui est empathique et qui sait considérer chaque aspect de leur vie. Et c'est fondamental pour les entrepreneurs. Le troisième niveau va être l'optimisation des ressources. Et je dis toujours que la QCT, ce n'est pas qu'une question de confort. Elle va permettre d'optimiser les ressources humaines, justement. Pourquoi? Parce que quand on a identifié les moyens de mieux travailler ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, on n'a pas besoin de surinvestir. Et puis, je vous donne un exemple. Je sors d'un enregistrement avec quelqu'un qui me dit, écoutez, dans mon organisation, je partais justement parler de l'humain. Il me dit, écoutez, dans mon organisation, j'ai perdu de l'énergie. Je n'arrive plus à travailler. En fait, pas que je fais moins, mais je fais exactement ce pourquoi on me paie. Mais en même temps, tous les matins, je n'ai pas envie d'y aller. Et troisièmement, j'ai plus d'initiative à apporter. Pourquoi? Parce que mon DG, qui est effectivement chef d'entreprise d'une PME, nous a dit en réunion matin que l'entreprise n'est pas une assistance sociale. La porte est ouverte, tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Donc vraiment, à un moment donné, c'est de comprendre que oui, justement, on n'a pas affaire qu'à des machines, on a affaire à des êtres de chair, à des êtres d'émotion. C'est fondamental. Donc, pour nous, en tant que PME, vraiment, la QVCT, je dirais même, l'intégrer, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne tout ce dont vous avez besoin et à moindre coût. Merci. Je crois que D'accord. j'espère que j'ai Mais répondu à merci ta question. beaucoup. En tout cas, ah oui, 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 voilà, je suis très contente. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut anticiper, d'accord? Il faut anticiper suivant le niveau de connaissance que vous avez de votre activité, pouvoir anticiper sur les ressources supplémentaires que vous pourriez intégrer à votre projet. Deuxièmement, c'est de bâtir des systèmes, d'accord, qui protègent l'humain dans son émotion et, euh, et physiquement aussi. Et puis, par la suite, c'est optimiser les ressources. Voilà, donc ce que je retiens, c'est bien cela. Et puis, c'est vraiment de prendre l'humain dans toute sa globalité, parce que quand on comprend l'humain, les solutions arrivent beaucoup plus naturellement. Donc, avant de passer la main au public, j'aimerais quand même poser cette dernière question à qui veut prendre la question, mais normalement, elle est pour le professeur Adjoa. C'est que finalement, est-ce que la qualité de vie et les conditions de travail, est-ce que ce système qui est mis en place par certaines entreprises n'est pas plutôt pour rendre le collaborateur, le dirigeant, esclave de l'entreprise? Est-ce que le but, c'est pas de le mettre dans des conditions telles que il n'arrive plus à aimer être dans un environnement autre que celui de l'entreprise, professeur, Oui, et des effectivement, contributions. en améliorant, avec tout ce que vient de dire Raphaël, en améliorant tous ces éléments, ces systèmes de protection qui vont le fidéliser et il va s'approprier l'entreprise, eh bien, effectivement, il peut se trouver très à l'aise dans l'entreprise. Mais attention, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver demain. Parce que, voyez-vous, l'installation du stress est très sournois. C'est tout simplement Ouais. des ambitions de quelqu'un qui n'a pas la capacité de gérer les ambitions qui sont devant lui ou les objectifs qu'on lui a donnés et qui accepte parce qu'il se sent à l'aise. Ah non, il se sent à l'aise peut-être, mais c'est tous les jours et c'est le présent. Mais pour pouvoir avancer, eh bien, il faut pouvoir donc se mettre en cause et se mettre enfin, se poser des questions de tous les jours. Vous voyez. Alors, donc, pour éviter ces systèmes de... Parce que, en fait, le stress et le burn-out, c'est déjà le problème. Et comme nous parlons beaucoup de prévention, eh bien, c'est tous ces systèmes de qualité de vie et de conditions du travail qui vont permettre de faire la prévention et d'anticiper aussi
éventuellement la maladie. Parce qu'en fait, c'est vrai, le stress et le burn-out, c'est une maladie. Et ça va vous mettre quelqu'un qui a été bien formé, qui a été bien pris dans l'entreprise, qui se sentait à l'aise dans l'entreprise, il va être déstabilisé sans qu'on puisse l'identifier au moment où on pouvait l'aider sérieusement, mais par contre va être identifié au moment où il est en maladie, inefficace, impossible d'avancer. Et là, le manager, enfin, le chef d'entreprise, il aura un peu perdu son temps, perdu de l'argent, et il ne peut pas le lâcher aussi. Il faut essayer de l'aider à se rattraper. Donc, voilà un peu ce que je peux dire donc, sur ceci. J'espère que je n'ai pas perdu le fil de votre question. Non. Alors, peut-être une intervention. J'aimerais savoir ce que Madame Doucouré a à dire à ce sujet. Peut-être ajouter en 30 secondes rapidement votre avis. Bon, je pense que le professeur Adjoa a bien détaillé la question. Pour moi, normalement, la qualité de vie, la démarche de qualité de vie et des conditions de travail permet de redonner, entre guillemets, le pouvoir à chaque salarié sur son poste de travail et aussi de le mettre dans une boucle de responsabilité par rapport à ses conditions de travail. Donc, normalement, lorsque on est dans un environnement plus collaboratif, plus participatif. On s'en donne à cœur joie. Raphaël l'a un peu dit. Lorsque vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans vos émotions, vous êtes bien physiquement, vous donnez le meilleur de vous-même en toute responsabilité. Parce qu'à ce moment-là, vous ne subissez plus, vous n'êtes plus la Ouais. victime, mais vous êtes Mm. vraiment Vous êtes acteur acteur. de votre bien-être au sein de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a quand même des bénéfices qui sont notables en la matière. Et nous encourageons par des petites campagnes de la formation de tout le monde, y compris de ceux qui sont en charge de l'encadrement, justement à la reconnaissance des signes de fatigue, des signes de stress ou de mal-être chez leurs équipes. Et ça, c'est pour ça que nous avons un système qu'on appelle le Happiness Door. Le Happiness Door, c'est une planche qu'on a installée derrière la porte où chaque matin, chaque collaborateur qui arrive, il a un sticker, il met sur le sticker comment il se sent, il le colle sur la porte. Quand il a collé sur la porte, ça permet que tout le monde voit, ça permet de savoir dans quel état d'esprit est tout le monde. Et vraiment, c'est un système qui tourne et qui marche. Et nous avons des cartes de reconnaissance également. C'est des petites cartes tout simplement qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui sont des cartes qui permettent d'apprécier justement les collaborations, les contributions lors des réunions ou lors des... Voilà, je peux donner une carte à un collaborateur. Le collaborateur peut à moi-même, le responsable, offrir une carte pour apprécier justement une posture, une attitude ou un comportement, une action. Et justement, en termes de rémunération, même en termes de rémunération, nous faisons l'effort de garantir que justement les collaborateurs sont payés à un niveau qui leur permet naturellement de tenir. Et comme je l'ai toujours dit, lorsque vous êtes responsable d'une PME, retenez une chose, c'est que si vous avez 3 collaborateurs, vous avez 3 familles derrière. Et qui dit 3 familles en Afrique, c'est 3 fois 10 fois 20 fois 30, qui dépendent de ces francs que tu vas leur donner. Donc, s'engager, pour moi, c'est un engagement. Et je le fais sur l'honneur. Ça fait 17 ans que j'ai ce cabinet aujourd'hui. Je n'ai pas sauté un seul mois sans payer le salaire de mes collaborateurs. Et je le dis encore, c'est que même en pleine COVID, on a été fermé, complètement fermé, de mars à octobre. Et pendant tout ce temps, j'ai payé régulièrement les salaires des collaborateurs alors qu'on n'avait pas une seule activité. Quand ça a commencé à être difficile au mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit aux collaborateurs, écoutez, ça commence à être difficile. À partir du mois d'août, je vais vous autoriser, on va faire du temps partiel. Sur les 5 jours que vous travaillez, consacrez-moi 2 jours. Si j'ai besoin de vous, la vérité, c'est qu'on ne faisait rien. Et les 3 autres jours, vous pouvez le consacrer à autre chose qui peut être productif pour vous. Et je vous paye la moitié de votre salaire. J'ai payé la moitié des salaires des collaborateurs dans ce conditions entre le mois d'août et le mois d'octobre où on a commencé les activités. Et à partir du mois de novembre, leur salaire est revenu plein pot. Et l'année d'après même, les salaires ont augmenté de 20 à 30%. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, mettre en place des systèmes, c'est poser des petits actes, des petits gestes qui montrent qu'on a en face des personnes de valeur à qui on veut continuer de rajouter de la valeur. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cette réponse apporte beaucoup de clarification à des dirigeants de PME
sur comment ils peuvent aider leurs collaborateurs à être mieux au travail avec des petits gestes qui ne coûtent pas, qui coûtent finalement très peu à l'entreprise. Voilà. Mm. Donc, la prochaine question. Et, Oui, et- allez-y, oui. non, 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 non. Et pour dire la vérité, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que la vérité, c'est qu'on a l'impression, même en payant des gens de manière considérable, qu'on investit, que l'on dépense de l'argent ou encore en faisant voilà, des petits gestes de reconnaissance. Mais non, je dis non. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que le retour est là. Le retour est là. J'ai le retour à travers les retours que je reçois des clients. J'ai le retour à travers mon portefeuille qui augmente de manière exponentielle alors que parfois j'ai besoin des gens pour produire. J'ai le retour à travers, voilà, à travers tout ça, à travers le rayonnement que l'entreprise connaît aujourd'hui, où chaque collaborateur qui veut faire son travail le fait de manière exceptionnelle et veut sortir du lot. Chaque collaborateur veut sortir du lot, tout simplement. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, vous apportez la preuve que quand on s'occupe bien des émotions, quand on met un système pour pouvoir s'occuper des émotions, de la qualité de vie et des conditions de travail, on a un retour sur investissement. L'entreprise a de bonnes performances, on a des clients qui sont fidèles parce que, nos collaborateurs sont contents de travailler, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord, très bien. Donc, la prochaine question s'adresse au professeur Adjoa. Alors, un spectateur anonyme souhaite en savoir plus sur les compétences spécifiques que doivent posséder le REX, le show et le médiateur pour jouer un rôle efficace de facilitateur dans les relations euh, en reprise, je crois. En entreprise. Oui, alors effectivement, c'est des métiers de proximité, c'est-à-dire des métiers où vous allez entrer, entre guillemets, le parc fermé des parties. Vous allez avoir à entendre un certain nombre de choses, vous allez avoir d'abord à qui vous fasse confiance. Donc, l'approche, effectivement, est une approche où il faut aller dire pas à pas, beaucoup de respect, beaucoup de compassion. Euh, pas de compromission, bien sûr. On peut aller au compromis, mais pas à la compromission. Et baliser les choses pour leur donner une certaine fait que ceux qui vont approcher ou ne sont pas habitués, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pédagogie, d'explication, de méthodologie, de tout ce qui est utilisé, que ce soit la médiation, l'arbitrage, la négociation, bien expliqué. Et quand vraiment c'est bien compris, avec les reformulations, on peut donc revenir souvent pour bien comprendre ce qui a été dit, qui a été compris. Et ensuite, les mettre en confiance de pouvoir, j'allais dire, vider leur sac dans la sécurité de la confidentialité. Et surtout en entreprise, quand les gens veulent dire des choses, bon, c'est pas toujours évident pour eux, est-ce que ça va rester entre nous ou est-ce que ça va monter? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des comptes rendus plus hauts? Mais plus haut, on peut donner des schémas qui n'ont pas fonctionné, qui ont fait que la situation s'est créée, mais peut-être sans vraiment divulguer nos. Et l'entreprise même peut avoir aussi un certain nombre de bénéfices à part le fait de la crise ou du conflit, regarder pour voir, ah, ici, ça n'a pas marché, il va falloir faire des réglages. Donc, c'est vrai que le facilitateur, pour donner un terme global à tout cela, doit quelqu'un qui sait écouter, qui a la capacité d'écouter, qui a la capacité aussi d'encourager, de ramener les gens dans la recherche de leurs intérêts, parce que c'est ça qui va être aussi le moteur de quelqu'un qui veut redémarrer. Quels sont tes intérêts, quels sont vos besoins, et essayer de faire comprendre et se faire comprendre et comprendre l'ensemble des éléments qui peuvent permettre à quelqu'un qui est réticent à aller vers la clarification des situations. Voilà. Merci beaucoup, professeur. J'ai envie de dire que il faut être un humain de qualité soi-même d'abord. Oui, Parce c'est que pour vrai que pouvoir je mettre vous avoue les que autres en confiance, pour ça pouvoir m'a quelque part encourager. transformé. Ah Ça m'a oui, quelque part transformé personnellement. Et je suis resté chef de service d'un service hospitalier pendant une vingtaine d'années. Et je peux vous oui. dire qu'en 20 ans, j'ai signé une seule punition
parce que j'ai intégré dans le service la notion de médiation, d'échange, de partage, de se dire la vérité, etc. Et comme a dit tout à l'heure Raphaël, que je félicite pour tout ce qu'il a pu mettre en place, c'est pas évident ce qu'il a dit aussi facilement. Et je peux vous dire que quand vous essayez de s'intéresser à l'homme et à l'humain, il va vous le rendre forcément quelque part. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, s'intéresser à l'homme et à l'humain. D'accord. Et peut-être moi, j'aimerais rajouter une petite question, c'est est-ce que il faut, est-ce qu'on est, est-ce que c'est, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes suivant leur talent qui peuvent être des facilitateurs, ou alors il faut Mais vous savez, on peut être... vraiment J'ai quelqu'un pas qui est entendu la fin de la formé, question. Alors J'ai ma pas question, entendu la... oui, peut-être celle-ci, c'est est-ce que il faut être quelqu'un qui est formé à une école ou alors qui a de l'expérience, une grande expérience dans la gestion des hommes, quelqu'un qui est influent, qui peut inspirer les autres pour pouvoir tenir ce rôle-là. Ou alors on peut être les uns les autres un peu facilitateurs au quotidien pour des situations Il conflictuelles faut entre être influent, mais sans influencer. Et en fait, D'accord. euh, je, en fait, je dis pas qu'on est comme ça, mais tout le monde est facilitateur. Seulement, on va vous donner des mandats parce que vous avez l'âge, parce que vous avez la possibilité, parce que vous avez même le pouvoir de pouvoir voilà, D'accord. d'entrer dans la discussion et d'entrer dans la conciliation avec les partis qui sont en fait. Ces partis-là ont un certain respect vis-à-vis de vous. Vous prenez un religieux, vous prenez le chef, vous prenez le chef du village, vous prenez le président de tel ou tel groupe. Il y a déjà quelque chose qui peut aider. Mais où la médiation et où ces modes alternatifs de règlement des conflits sont intéressants, c'est que ça, ils n'ont plus besoin de pression pour, j'allais dire, se mettre à l'aise et se mettre à table et se mettre à discuter. Cette relation qui est rétablie de manière égale quand vous avez quelqu'un de 80 ans ou avec un enfant de 10 ans, ils sont à égalité dans le débat qui est là et dans l'approche. Bien sûr, il va y avoir un certain nombre de... Maintenant, les modes alternatifs dans le fait de les étudier et d'en faire une science et de pouvoir donc en faire un métier, effectivement, donne un certain nombre de règles, de principes, de choses qu'il faut donc, et puis après l'expérience. Voilà, l'expérience qui va venir au fur et à mesure des problèmes que vous allez aider à régler. Et dans cette D'accord. expérience, Merci excusez-moi beaucoup. pour finir, dans l'entreprise, dans cette expérience, la présence de spécialistes de médiation dans les entreprises avec les coachs permet effectivement de faire des équipes qui peuvent toucher toutes les phases de la gestion de la qualité de vie et des conditions de travail. Merci beaucoup. La dernière question s'adresse à Madame Doucouré. Vous êtes prête? Je Oui, sais que vous avez allons-y. attendu. Alors, quels indicateurs de performance peuvent être utilisés par ces profils pour mesurer leur impact sur la qualité des relations au travail et le bien-être des collaborateurs? Donc, Bon, peut-être qu'il essaie de savoir comment est-ce qu'on mesure le bien-être des oui, en termes de collaborateurs. reporting, les indicateurs qu'on peut utiliser sont par exemple le taux d'absentéisme, le nombre d'arrêts maladie, le taux de turnover, par exemple, qui sont des indicateurs qui sont quantitatifs qu'on peut utiliser. Ensuite, en termes d'indicateurs, je dirais plus qualitatifs, ce sont peut-être les signaux, des signaux visibles au niveau de chaque collaborateur. C'est le nombre de conflits, par exemple, internes qui a peut-être baissé, la capacité de résoudre les problèmes, dans quel délai, etc., qu'on a la possibilité également de mesurer. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, en général, on utilise ces indicateurs qui sont des indicateurs qui sont définis avec les ressources humaines pour valider toute la partie qualitative, l'impact que ça a sur
sur les salariés. Est-ce qu'ils sont plus participatifs? Est-ce qu'ils sont plus engagés? Est-ce qu'ils sont plus collaboratifs? Comment l'information circule? Comment les gens se sentent globalement au sein de l'entreprise? Et puis, il y a les indicateurs quantitatifs, comme je dis, le turnover, le taux d'absentéisme, le nombre d'arrêts maladie, etc., etc. Donc, pour moi, ce sont des indicateurs qui sont déterminants pour mesurer le niveau d'efficacité de la démarche de qualité de vie et des conditions de travail dans une entreprise. Alors, moi j'ai une autre question. Alors, souvent, on dit on ne quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Et donc, il peut arriver qu'au sein d'une entreprise, on mette en place un système de qualité de vie, conditions de travail, mais qu'au niveau des managers, que ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'avec les ressources humaines, on met des indicateurs, tout ça. Comment on fait pour briser voilà, pour se rassurer que au niveau des managers, cela est pris en compte et exécuté? Est-ce qu'ils sont évalués à leur tour sur ces éléments-là ou comment ça se passe concrètement? Et c'est pour ça que la démarche de qualité de vie, c'est une démarche systémique. Ça veut dire que ça touche l'ensemble de l'entreprise à tous les niveaux hiérarchiques. On ne peut pas former une partie du personnel qui s'engage dans la démarche et une autre partie qui ne participe pas. Donc, dans le déroulement de la démarche, on va former tout le personnel. Parce que la décision, comment ça se passe? La décision se prend d'abord à un niveau stratégique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une démarche qui doit rentrer dans la culture de l'entreprise, parce que ça doit se rajouter à la culture de l'entreprise. Donc, on va avoir un nouvel état d'esprit à l'intérieur de l'entreprise qui va permettre de créer une atmosphère plus saine de travail, puisque les gens doivent aller s'exprimer sur les conditions de travail qui leur posent problème. Donc, sans risque de représailles. Donc, on parlait tout à l'heure de confidentialité garantie. Donc, les gens peuvent aller dire, mon manager, il fait telle chose. Et si les salariés ne peuvent pas aller régler le problème par eux-mêmes parce qu'ils peuvent mettre en place des solutions qui dépendent d'eux et des solutions qui dépendent du médiateur ou du référent du RES, etc., du CHO. Et ce sont ces personnes-là, ces référents-là, qui vont aller approcher le manager pour lui dire, voilà les difficultés rencontrées par vos collaborateurs et comment fait-on pour les régler. C'est-à-dire qu'on n'aura pas au sein de l'entreprise, si la démarche fonctionne bien, des personnes qui vont continuer de se comporter comme des gens qui favorisent le fait que des conditions de travail compliquées perdurent. Donc, tout le monde doit y mettre du sien, quitte à ne pas trouver une solution et laisser partir le manager toxique, entre guillemets. Mais l'idée, la finalité, c'est vraiment de créer un environnement de travail sain. Donc, personne ne peut faire ce qu'il veut en dehors de la démarche. Alors, j'adore votre réponse parce qu'elle répond à la question que je m'apprêtais à vous poser, qu'il arrive parfois que dans des grandes entreprises, que le problème vienne du sommet. C'est-à-dire que le manager toxique, c'est lui qui est censé impulser le système de qualité de vie et de conditions de travail, mais vous y avez répondu avec le concours des personnes comme le professeur Pascal Adjoa, qui sont des facilitateurs et donc qui iront rencontrer le manager en lui exposant clairement la situation. Je pense que vous avez également répondu en disant il faut former les managers parce que plusieurs ne savent pas, d'accord, qu'il y a un problème et comment faire pour répondre à ce problème-là. Donc, je vous remercie infiniment. Nous avons 3 minutes pour conclure. J'aimerais donner la parole au professeur Chomnou, à Monsieur Chomnou, qui est coach de dirigeants, pour voilà, dire un mot de fin pour ce panel. Et Bien, merci chacun aura... beaucoup. Voilà. Voilà, juste quelques secondes hein, pour dire que, en effet, aujourd'hui, l'humain ne doit pas être une problématique, en fait. L'humain doit être la solution. Je veux dire que vraiment, s'asseoir autour d'une table pour parler de l'humain comme problématique, ça me met toujours mal à l'aise. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est allons chercher qu'est-ce que nous apportons dans cet univers qui est tellement bien calibré et quel est le rôle que chacun devrait pouvoir jouer pour que sa transformation
soit total et que l'épanouissement, bien sûr, enfin, soit la panacée de chacun, de tout le monde. Merci beaucoup. Donc, ensemble, valorisons l'humain, comme le dit Régine Pro. Merci, Monsieur Tchomno. Excusez-moi juste de m'incruster. Avant de J'avais passer la une dernière. parole à madame, le cabinet me charge voilà, allez-y, oui. D'accord, Raïssa, oui. voilà, excusez-moi de m'incruster. J'avais juste une dernière petite question. Vraiment, si je ne la pose pas, je ne serais pas. Alors, aujourd'hui, la Allez-y, oui. thématique, c'est Allez-y. responsable, expérience collaborateur, chief happiness, facilitateur. Moi, la question pour la thématique, c'est aujourd'hui, quel est l'apport aujourd'hui de tous ces nouveaux facilitateurs dans l'amélioration de la qualité des relations? Qu'on soit coach, qu'on soit chief happiness, qu'on soit consultant, quel est l'apport aujourd'hui de tous ces profils facilitateurs aujourd'hui dans l'amélioration de la qualité des relations d'entreprise? Je ne sais pas qui va répondre, mais ça, c'était ma question ici. Voilà. Donc, peut-être que je vais prendre le risque de dire que effectivement, ce relationnel, il est nécessaire, il est indispensable, il est obligatoire. Cette fluidité de communication, c'est le gage de pouvoir progresser forcément. Forcément. Donc, du coup, l'intégration de tous ces systèmes et de tous ces professionnels qui aident à gérer. C'est tout ce qui peut être des éléments, des grains de sable dans la machine, ben, forcément est absolument indispensable. Et c'est pour ça que moi, mon cri, c'est que les chefs d'entreprise risquent cela, qui risquent de rentrer dans la qualité, et même c'est la qualité de vie et de conditions de travail pour eux-mêmes d'abord, et ensuite le reste de l'entreprise, qui risquent de faire appel à nous. Merci beaucoup, professeur. Nous allons lancer rapidement un sondage. Vous allez voir apparaître sur vos écrans un sondage pour recueillir. Est-ce que ce n'est pas à la fin, c'est maintenant, ou alors Non, on laisse le le... sondage peut être lancé. Il peut parler, hein, le sondage va juste apparaître devant l'écran et ils peuvent continuer à dire leur mot de D'accord, fin. Donc, voilà. très bien. Donc, la parole de conclusion est au professeur Pascal Adjoa, qui avait la parole d'ailleurs tout à l'heure. Et nous Oui, terminerons avec la dame. oui, non, mais en fait, j'étais juste en train, entre guillemets, de faire, j'allais dire, la publicité de ces systèmes-là de gestion des conflits, de prévention des conflits, de gestion des relationnels, de remise en route des communications et de fait que les choses soient plus fluides, les choses soient plus simples, les choses soient plus faciles, que les gens puissent collaborer avec beaucoup plus de sincérité et de vérité. Vérité, voilà, souvent c'est le mot le plus compliqué, de vérité et de liberté, sans risquer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, de dire que l'entreprise va devenir quelque chose qui forcément va se développer. Moi, j'observe que bon, les chefs d'entreprise veulent aller à la productivité, et se baser sur des hommes et des femmes de valeur qu'ils ont très certainement à côté d'eux, mais qui ne sont pas gérés et qui ne sont pas dans des bonnes conditions. Et ces conditions-là, l'amélioration, comme a dit Raphaël tout à l'heure, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Et donc, s'ils prennent ce risque-là, je reviens dessus, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous sollicitent, ils verront et même après les résultats. Je crois que c'est clair. D'accord. Merci beaucoup. La parole est à vous, Madame Ducouré. Oui, merci. Ce que j'ai à dire, c'est que les entreprises aujourd'hui ont tout à gagner à intégrer une démarche de qualité de vie au travail. Recording stopped. Et que ils ne sont plus d'un côté l'employeur, d'un côté le salarié, mais ça permet de se dire que les deux, ce sont deux faces d'une même médaille qui regardent dans la même direction pour des bénéfices qui sont finalement communs. Recording Les in gens travaillent progress. mieux lorsqu'ils sont dans un environnement sécurisé où ils se sentent protégés. Donc, et les environnements hein, dans lesquels nous, on a déjà permis de lancer une démarche de qualité de vie au travail, on voit bien que les salariés sont plus heureux au travail. Quand ils sont plus heureux au travail, ils sont plus loyaux, ils tombent moins souvent malades, ils sont plus créatifs.
ils sont plus engagés dans l'entreprise, ils épousent la vision de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une démarche que toutes les entreprises africaines, quelle que soit leur taille, gagneraient à mettre en place. Et comme professeur Adjoa et Raphaël l'ont dit, ça ne coûte pas cher. Ce sont souvent de petits dispositifs, souvent qui dépendent même du salarié lui-même, mais il ne sait pas qui peut les mettre en place pour améliorer ses conditions de travail. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est vraiment des salariés plus heureux, des entreprises plus performantes, et c'est l'Afrique qui gagne finalement. Ouais. Voilà, merci. Alors, le public n'a pas la possibilité d'applaudir, mais moi, j'aimerais applaudir pour vous. Franchement, moi, Merci j'ai beaucoup. vraiment beaucoup Merci. appris de cet échange qui était très, très franc. Donc, je reprends le thème qui était de notre panel numéro 5. C'était REX, CHO, médiateur, les nouveaux profils facilitateurs de la qualité des relations. Et donc, moi, ce que je garde, c'est que premièrement, il faut considérer l'humain sur son plan holistique, d'accord? Parce que quand il est bien dans son esprit, quand il est bien dans ses émotions, il est beaucoup plus productif, il est beaucoup plus créatif. Deuxième point, c'est de mettre en place un système parfois qui ne coûte même pas si cher pour pouvoir créer les conditions pour qu'il soit justement bien dans son esprit et d'intégrer donc ces profils de facilitateurs, de consultants pour aider les entreprises, pour aider les organisations, les petites, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, pour pouvoir anticiper sur les conflits, pour pouvoir faciliter la communication au final, pour réaliser de belles performance. Donc, merci beaucoup pour vos différentes contributions et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Merci À Raphaël. Merci bientôt. Gadi.